Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie de participer à notre webinaire organisé à propos du certificat Covid. Nous allons ce soir vous expliquer comment nous allons améliorer la qualité des données vaccinales afin de répondre aux demandes des citoyens qui, souhaitant partir en vacances, vont solliciter un certificat de vaccination à partir du 1er juillet au plus tard, conformément aux directives de l'Union européenne. Donc, vous allez avoir des explications qui vont vous être données par Madame Duprier. Si vous avez des questions, nous pourrons répondre aux questions, mais il est certain que sur notre portail, le webinaire sera enregistré et vous permettra de revenir sur les informations, outre le fait que des informations sont publiées sur le site Internet de manière à vous aider dans la correction des données. Camille, je vais te céder la parole pour présenter les informations concernant le contrôle des données vaccinales. Voilà, merci Brigitte. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ici, dans cette présentation, je vais vous présenter d'abord brièvement le certificat Covid, c'est où le trouver, ce qu'il contient et ses aspects, ses apparences physiques, on va dire. Ensuite, les processus mis en place dans le cadre de la correction des données et les systèmes de backup que l'on souhaite garantir à l'approche notamment des vacances d'été. Et enfin, nos conclusions et puis vos questions. Donc, le certificat Covid, comme le disait Brigitte, c'est une directive européenne qui entre en vigueur le 1er juillet. Et pour la Belgique, on sera prêt et le dispositif sera lancé dès mercredi. Il y a 3 types de certificats, le certificat vaccination, le certificat de test négatif dans les 72 heures et le certificat de rétablissement. Donc, si une personne a eu un test positif dans les 180 derniers jours, suite à une période de grâce de 11 jours, il pourra également disposer d'un certificat. Ces certificats sont disponibles sur l'application smartphone COVID Safe BE, avec voilà, un petit aperçu donc, de l'interface de l'application. Les 3 types de certificats seront accessibles en répondant simplement « Avez-vous été vacciné ?» Oui, non. Avez-vous été testé négatif? Oui, non. Et avez-vous des données de rétablissement? Oui ou non. En fonction de ces réponses, donc, la personne pourra accéder à ces certificats. Les certificats seront aussi disponibles sur le réseau de santé wallon, sur masanté.be ainsi que sur myensviewer.be et à la demande via une messagerie automatique disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le certificat pourra être demandé sur l'e-box et par courrier postal. Donc, ce certificat vaccinal, grâce à un système de QR code interopérable entre tous les pays de l'Union européenne, pourra être scanné par les autorités des États membres et permettra de voir donc, si une personne est en mesure de rentrer sur le territoire ou autre, et en fonction donc du certificat dont elle dispose. J'attire votre attention sur le fait que chaque pays peut, malgré ces certificats, mettre en place des règles plus ou moins restrictives en fonction de la situation sanitaire sur son territoire. Pour ce qui nous concerne, donc, la Belgique a un système qui se base donc, sur 3 bases de données. On a la base de données VaccinNet, que vous connaissez bien, la base de données Sciensano pour les tests négatifs et la base de données Sciensano pour les tests positifs qui donnent lieu au certificat de rétablissement. Ces données sont procédées par le système de Digital Vlaanderen et sont ensuite procédées sous la forme du certificat que je vous ai montré là tout de suite. Et grâce à un système de passerelle avec l'Union européenne, il peut être authentifié donc, dans les États membres. Ensuite, donc, ces certificats sont déposés sur les différentes plateformes où le certificat est accessible. Donc, j'insiste pour l'objet de cette présentation que les données VaccinNet étant la seule source authentique des certificats vaccinaux, il est crucial que les données contenues dans VaccinNet soient exactes et corrigées si nécessaire. Alors,
Dans le cadre de la qualité des données, on a mis en place un processus identifiant des erreurs de façon systématique, donc par les administrateurs de VaccinNet. On identifie 4 types d'erreurs, soit la date de vaccination est antérieure au début de la campagne, soit 2 vaccinations ont eu lieu avec un délai inférieur à 19 jours, une personne ayant reçu plus de 2 doses de vaccin, ou bien aurait reçu 2 doses avec un type de vaccin différent. Ces fichiers d'erreurs sont ensuite déposés sur notre plateforme sécurisée Plasma. Vous recevrez donc un email, chaque vaccinateur donc, pour lequel il y a des erreurs de ce type qui sont identifiées, reçoit une alerte par email et peut aller récupérer ces fichiers sur plasma.avic.be. Je vais vous montrer tout de suite comment vous connecter. Donc ça, c'est le process dans sa façon, dans sa vision schématisée. Donc, le système identifie les 4 types d'erreurs. L'AVIC vous crée un fichier d'erreurs à corriger. On les dépose sur Plasma. Vous recevez une alerte par email. Ensuite, vous vous connectez à Plasma. Vous récupérez le fichier. Vous réalisez les corrections dans VaccinNet. Et puis, nous, on fait le suivi des corrections. Si certaines corrections ne sont pas faites, soit on vous contacte par email, soit tout simplement, vous recevrez au bout de quelques jours le fichier contenant les mêmes erreurs à corriger et on recommence. Je vais vous montrer, si vous le permettez, une vidéo expliquant plus en détail comment accéder à cette plateforme Plasma et comment récupérer les fichiers. Comment accéder à la liste des erreurs envoyées par mail. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, pas la vidéo, Camille. Il faut que tu cesses le partage de ton PowerPoint et que tu commences le partage de l'autre écran. Ok. Une petite seconde. Attendez. Ouais, je ne suis pas experte en informatique. Heureusement, ce n'est pas moi qui ai conçu le système. Voilà. Ça fonctionne. Merci, Camille. Erreurs envoyées par VaccinNet. Pour accéder à cette liste d'erreurs, vous devez vous rendre sur le portail applicatif de l'AVIC, plasma.avic.be, et cliquez sur Authentification. Vous avez deux types d'authentification, soit via votre carte d'identité, et donc c'est votre lecteur de carte qui a ici, soit via une identification unique. Pour la démo, je vais me connecter à l'outil. Vous devez vous envoyer préalable télécharger l'application ici. Donc, une fois identifié et connecté via ici, je vais être redirigé vers le portail applicatif de l'AVIC. Donc, plasma.avic.be. Sur mon écran gauche, je vois différents modules auxquels j'ai accès. Vous devez, pour aller consulter la liste des erreurs VaccinNet, cliquez sur mes données. Vous arrivez à présent sur un tableau. Ce tableau ici est composé de 2 lignes. Donc, ça veut dire que j'ai 2 fichiers qui sont à disposition. J'attire tous le fait que le fichier sont uniquement des erreurs retournées par le système VaccinNet. Et donc, je ne parle pas ici d'erreurs de données relatives aux requêtes citoyennes. Donc, pour pouvoir accéder au fichier, je clique simplement sur télécharger. Vous constatez que dans le fichier, j'ai ici une première partie, le liste, un tiret, puis une deuxième partie. Et donc, cette deuxième partie vous permet de référencer la date à laquelle le fichier a été déposé sur la plateforme. Il n'y a pas de possibilité de donner des retours par rapport à ces corrections. Il est uniquement possible de télécharger et éventuellement de mettre à disposition de vos collaborateurs. On ne parle pas ici de délégation de droit, qui est la délégation de droit. Ici, on est dans la première phase, qui est la phase de correction des systèmes, en vue de mettre en production un formulaire pour les requêtes citoyennes. Donc voilà, j'espère que vous avez écouté, merci d'avoir écouté. Bonne fin de journée.
Voilà, donc ça c'était l'explication donc pour les données identifiées par le système de VaccinNet. Donc ici, hop, je vous ai mis donc quelques exemples hein, pour clarifier et visualiser un petit peu. Donc par exemple ici, on voit qu'une personne a eu 3 vaccinations au lieu de 2. Effectivement, 2 vaccinations ont été encodées à la même date. Donc ici, il faut supprimer un des encodages. Dans l'exemple en dessous, également, donc il y a moins de 18 jours d'intervalle, moins de 19 jours d'intervalle entre les 2 vaccinations. Donc il convient de vérifier dans votre système à quelle date a bien eu lieu la 2e dose. Dans un 3e exemple, une personne a eu plus de 2 doses de vaccin. Donc là, pareil, il faut vérifier. Donc ici, on a une dose au 12 avril, une dose au 13 avril. Il faut vérifier laquelle des 2 est bel et bien correcte. Ou enfin, une personne a reçu 2 doses de vaccins différents. Dans certains cas, il est vrai que c'est autorisé. Donc, si jamais ça devait être le cas, on vous demande de nous envoyer un email expliquant donc le pourquoi du comment de cette vaccination mixte. Et sinon, on vous demande de corriger avec le bon type de vaccin. Ensuite, on voulait faire un petit mot donc sur la façon d'organiser vos backups à l'approche de l'été et des congés scolaires. On imagine bien qu'il est possible que vous déléguiez cette tâche. Donc, pour ce premier flux de correction de données, ce qu'il convient de faire, c'est envoyer un email à VaccinNet administrateur en indiquant bien le nom et l'adresse mail de la personne à qui vous déléguez cette tâche, la période du remplacement et le numéro NIS de la personne. Alors, comme c'est un peu délicat d'envoyer un numéro NIS par email, on vous suggère de le faire dans un fichier Excel avec mot de passe. Donc, une fois que vous nous avez envoyé ceci, donc on donne l'accès de façon temporaire à la personne que vous déléguez et elle peut récupérer le fichier. Toute personne autorisée donc peut faire les modifications dans VaccinNet. Petit détail en plus, vous pouvez toujours vous connecter à Plasma, récupérer le fichier et puis l'envoyer à un de vos collaborateurs d'une autre façon ou l'imprimer à souhait pour qu'une autre personne puisse faire les modifications dans VaccinNet. Mais en ce qui concerne l'accès à Plasma pour récupérer et télécharger les fichiers, c'est donc via VaccinNet administrateur qu'il faut le faire. Donc oui, ceci pour expliquer donc que ça se passe, l'accès se fait via la carte d'identité, donc c'est difficilement déléguer ça à quelqu'un. Alors, il y a un deuxième type de process qu'on a mis en place dans le cadre de la correction des données, c'est les cas où un citoyen consulterait son certificat vaccinal et identifierait une erreur par rapport à ces données de vaccination. Donc, ça peut être le même type d'erreur ou ça peut être autre chose. Par exemple, une personne a été vaccinée, mais aucune de ces données n'apparaissent, ou bien une personne n'a pas été vaccinée et visualise des données vaccinales. Donc, dans ce cadre-là, le citoyen pourra dès mercredi accéder au formulaire requête vaccination. Ce formulaire sera pré-traité évidemment par l'AVIC et on vous le renvoie une fois analysé, enfin pré-analysé et éventuellement reformulé. On le renvoie au vaccinateur concerné par la vaccination erronée. Dans ce cadre-ci, on vous demande de corriger les données dans les 24 heures. Pourquoi? Parce qu'un citoyen peut partir en vacances ou à l'étranger, je veux dire, dans des délais très brefs et n'a pas forcément consulté ces données vaccinales à l'avance. Donc, pour que ce soit le plus fluide possible, on vous demande de faire ces corrections de façon quotidienne. Et de toute façon, vous recevrez donc des alertes et des rappels par email. Alors ici, de même, nos collègues de l'informatique ont préparé une petite vidéo expliquant comment ce formulaire se consulte. Si on entend un petit peu moins bien.
Pour cette vidéo, je vais donc réaliser la sur l'environnement de test de la RIC. Pour ce faire, vous devez vous connecter via votre authentification externe, soit via carte d'identité, et donc Dynamic ID, soit via XP. Je me connecte via XP. Je dois au préalable télécharger l'application spécifique. Je vais me connecter via XP. Voilà, une fois authentifié par XP, je vais être redirigé avec le portail applicatif de la RIC. Dans le menu gauche, j'ai donc le module formulaire RIC, lequel je dois le télécharger pour pouvoir accéder aux demandes de connexion. Nous avons en dessous de bien-être et santé, le formulaire requête de destination. Vous allez retrouver un petit texte d'introduction. Et pour accéder au formulaire, vous devez cliquer sur requête de données de destination. Donc là, je vois que j'ai un tableau avec différentes lignes. Chaque ligne correspond à une demande de correction. Donc, les demandes de correction qui ont été réalisées sont accessibles, personnalisées, avec une date de clôture et une identification de clôture. Par contre, en ce qui concerne les notifications, on va cliquer dessus. C'est-à-dire que là, la demande est ouverte et n'a donc pas été faite. Dans l'identification du formulaire, j'ai le numéro de destination de la personne, le jour, le mois et l'année de la demande, ainsi qu'un identifiant unique du système. Si je clique sur la demande, j'arrive sur le formulaire de demande. J'ai différentes informations relatives au détail de la demande, le numéro de la requête, le liste, le nombre de prénoms, l'email et le téléphone de la personne. J'ai le type de problème. Ici, donc, j'ai été vacciné d'une dose, mais cela n'a pas d'intérêt. J'ai la description de la requête, donc soit deux informations utiles, la description du citoyen et la reformulation de la demande. Donc ici, j'ai reçu ma deuxième dose de 30 de 2021, la formulation de la vie, la reformulation de la vie, et donc on vous remercie de vérifier que les données sont encodées au téléphone. Le deuxième dose n'apparaît pas en CP. Suite à cela, j'ai la possibilité soit de corriger dans l'accès des informations et donc d'indiquer la demande comme étant statut traité et corrigé, soit après consultation, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'erreur et donc le problème ne se situe pas dans l'encodage. Et donc dans ce cas-là, vous indiquez que la requête est validée, qu'il n'y a pas d'erreur. Si vous ne choisissez pas le statut et que vous cliquez sur clôturer, vous faites un clôture, vous allez avoir un message d'erreur qui vous indique que vous devez impérativement modifier le statut de la requête avant la clôture. Dans le cas ici, je vais dans l'XML, je corrige la donnée de ce demandeur, je clique ici sur traiter, corriger, j'indique éventuellement. Il est impératif de cliquer sur clôturer pour envoyer l'information à la RIC et informer via email le citoyen que sa demande a bien été corrigée. Je clique sur clôturer, je confirme la clôture et je suis donc redirigé vers une page qui m'indique que les données introduites et soumises à la RIC et qu'un message de clôture a été envoyé au citoyen. Si je veux revenir sur ma page d'accueil avec la liste des requêtes, je clique simplement sur la liste des requêtes pour coller le page. On voit donc ici que les 4 demandes qui ont été attribuées ont été traitées. Je peux me déconnecter de Plasma en cliquant en haut à gauche sur. Voilà. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Bonne journée. Voilà, donc ça c'était l'explication sur comment corriger les données qui nous arrivent d'un formulaire de requête d'un citoyen. Donc ici peut-être, hop,
voilà, c'est le formulaire que le citoyen peut voir. Donc, il doit indiquer ici qu'il identifie une erreur dans ses données de vaccination. Il indique le problème, renseigne son code postal, nom, prénom, email, numéro de registre national. Et ici, il doit décrire le problème rencontré. Voilà, dès mercredi, donc, ce formulaire et ce processus sera en production. Donc, comme expliqué, le citoyen remplit le formulaire, nous analysons la requête, retournons vers le citoyen s'il manque des données ou si la demande n'est pas compréhensible ou complète. Ensuite, nous renvoyons donc au vaccinateur via Plasma. Vous recevez une notification par email et puis vous faites les corrections de données. Vous choisissez, enfin, vous sélectionnez, une fois que la correction est faite, traiter et corriger. Et si après vérification, il s'avère qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'encodage, vous indiquez non traité car pas d'erreur. Ensuite, le citoyen, en même temps que la VIC, reçoit un email d'information automatique indiquant donc que la requête a bien été traitée. Et nous faisons donc le suivi si jamais il devait y avoir d'autres questions liées à ce formulaire de requête. Alors ici, je souhaitais simplement préciser que le rôle de la VIC dans ce formulaire entre le citoyen et le vaccinateur a un rôle de facilitateur et nous transmettons l'information vers le vaccinateur et puis du vaccinateur vers le citoyen, mais nous ne faisons pas nous-mêmes donc de correction de données. Voilà. C'est vraiment au vaccinateur qui a encodé ou qui est responsable de faire ces corrections-là. Alors, pareil, ici, on souhaitait vous faire part donc, de ce que vous pouvez faire si jamais vous vous absentez et que vous devez déléguer cette tâche à l'un de vos collaborateurs. Donc, il y a une petite vidéo également qui est plus parlante que mes explications, mais juste avant de la lancer, je vais simplement vous dire que pour plus de facilité, on vous suggère de donner accès à Plasma aux mêmes personnes qui ont accès à VaccinNet pour votre entité ou pour vos vaccinations. Donc, voilà, je lance la vidéo. Dans cette vidéo relative à la délégation des droits vaccinateurs pour la correction des données de vaccination citoyenne. Pour accéder au portail accessible de la VIC, vous devez vous rendre sur plasma.avic.be. Afin de réaliser cette vidéo, je vais me connecter sur le portail applicatif de validation de la VIC en utilisant plasma.avic.be. Une fois sur la page d'accueil, vous devez vous connecter via l'authentification externe. Cette authentification peut être réalisée via deux moyens, soit via votre carte d'identité électronique et donc un lecteur de carte ID, soit via l'identification Quick. Pour la démo, je vais utiliser Quick. Alors, une fois la requête validée et l'authentification réussie via ICNI, je vais être redirigé vers le portail applicatif de la VIC. Sur la gauche, vous avez une série de modules. Vous pouvez voir que la donc, si vous allez sur le formulaire AVIC, vous avez la possibilité de cliquer sur requête données de vaccination. Là, vous avez accès au formulaire délégation des droits vaccinateurs pour les requêtes citoyennes. Et donc, c'est à partir de ce formulaire que vous allez pouvoir ajouter les droits à un collaborateur ou les supprimer. Donc, l'idéal serait que ces clips soient à jour en temps réel. Si un de vos collaborateurs quitte, merci de supprimer ces droits. Donc, comment faire pour ajouter les droits de vaccination? Je vais introduire le liste de mon collaborateur. Voilà, son nom, éventuellement une adresse email. Je clique simplement sur Ajouter pour dédominer mes droits. Donc,
Vous cliquez sur ajouter. Il y a un temps d'environ 15 minutes pour que les droits soient liés à notre collaborateur. Donc, il faut ajouter un gros carnet pour d'avoir que ce soit fonctionnel. Si toutefois vous voulez supprimer les droits d'un utilisateur, donc si je n'ai qu'un utilisateur, ce n'est pas problématique, mais si j'en ai plusieurs, vous devez cliquer sur sélectionner et puis sur supprimer. Voilà, une fois la sélection effectuée, vous devez aussi patienter 15 minutes maximum pour que la suppression de droits soit effective. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne fin de journée. Voilà, donc ça c'était les vidéos expliquant comment comment donner des droits à l'un de vos collaborateurs si vous vous absentez. Alors j'insiste qu'il y a donc bien deux processus différents. Donc d'une part le processus pour les modifications de fichiers identifiés par le système et puis le processus de modification qui survient des requêtes de citoyens. Donc, voilà, ça peut sembler peut-être un petit peu lourd, mais d'où l'importance de bien réaliser les corrections de façon régulière. De cette façon, les fichiers, en tout cas d'erreurs systématiques, ne vous reviennent plus. Et puis, vous n'aurez plus que les requêtes de citoyens à traiter. Bon, avant de passer aux questions, j'en ai déjà prévu deux. Donc, si jamais vous recevez une même demande de correction 2 fois avec quelques jours d'intervalle, notamment pour les modifications, les corrections de fichiers, à ce moment-là, vous envoyez simplement un mail explicatif à VaccinNet administrateur et nous supprimons donc la demande. Et si jamais vous avez un problème technique sur Plasma, vous pouvez toujours contacter notre helpline au 071 33 75 02 ou envoyer un email à helpline@avic.be. Donc, en conclusion, l'importance des encodages quotidiens, parce que si vous encodez bien quotidiennement toutes vos vaccinations, les citoyens disposeront de leur certificat en temps et en heure. D'autre part, prévoyez bien vos backups en temps et en heure également, donc pour les deux types de corrections que l'on vous demande de réaliser de façon régulière. De cette façon, vous anticipez les problèmes techniques ou autres éventuels. Et enfin, bien réaliser les corrections de façon quotidienne. Voilà, on vous remercie déjà pour votre écoute et puis on peut passer aux questions que vous auriez. Merci Camille. J'ai déjà un petit retour des personnes qui nous écoutent dans l'audience par rapport à la qualité du son des vidéos qui ont été diffusées. Est-ce que tu penses qu'on peut peut-être communiquer sur le lien qui leur permettrait de les visionner plus tard, ou est-ce qu'on peut envisager peut-être de les mettre rapidement sur notre site afin qu'ils puissent peut-être dès demain les revisionner? Oui, est-ce que si je les mets dans le chat, ça nous aide? Normalement, oui, tu peux les communiquer par là. Et je te laisse alors prendre la main ainsi que Brigitte sur les questions. Merci. J'ai déjà répondu à une série de questions dans le chat. Donc, par rapport à une de tes dernières interventions, Camille, est-ce qu'on peut déléguer à du personnel administratif, à des collaborateurs administratifs? Oui. Hein. Donc, alors, on a posé la question, comment fait-on avec le personnel soignant qui a déjà eu 3 vaccins, dont un AstraZeneca et 2 Pfizer? Moi, j'ai répondu que s'il y avait 2 Pfizer, il fallait privilégier l'objectif de vaccination complète pour le certificat de vaccination. Sommes-nous d'accord? Encore une fois, que si... Brigitte, donc, il y a 2 vaccinations Pfizer chez une même personne, plus une vaccination AstraZeneca. On va privilégier la vaccination Pfizer parce que c'est un schéma complet pour le...
Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est un cas, donc une erreur d'encodage, ou c'est un cas où vraiment la personne a reçu donc 3 administrations? Apparemment, la personne a reçu 3 administrations. Alors, par rapport au certificat, je ne vais pas prononcer sur les questions médicales, mais par rapport au certificat, au bout de 2 vaccinations, la personne peut recevoir un certificat et il sera valide au bout de 14 jours après l'administration de la 2e dose. Donc, ça n'invalide pas le certificat. Néanmoins, vous allez recevoir une demande de correction. Donc, si, voilà, c'est ce qu'on vous disait, si c'est avéré, envoyez-nous un petit mail sur VaccinNet administrateur et on supprime la demande vu que voilà, c'est une donnée exacte et donc pas à corriger. Alors, une question sur la première dose. La question n'est pas suffisamment claire, mais première dose en Arabie, 2e dose en Belgique, erreur dans l'encodage d'un des numéros de lot. Comment faire? Il y a 2 questions là-dedans, hein. Il y a le numéro de lot et alors le fait qu'on a une vaccination dans un pays non européen. Alors, par rapport au numéro de lot, ça n'invalide pas le certificat. Donc, ça, je laisse le vaccinateur gérer la correction comme il l'entend à sa discrétion. Par rapport aux vaccinations qui ont lieu en dehors de la Belgique, je sais que pour les vaccinations qui ont lieu en Union européenne, les citoyens peuvent aller chez leur médecin généraliste avec des éléments concrets démontrant qu'ils ont bien été vaccinés ailleurs. Et dans ce cadre-là, le médecin généraliste encode la vaccination et ça donne lieu au certificat. Pour l'instant, ce n'est pas en place pour les pays hors Union européenne, mais bon, ça ne pourrait tarder. En tout cas, ça a été évoqué la fois passée à la Task Force Vaccination pour les autres pays, et donc c'est dans le pipe. Alors, ceux qui ont fait un vaccin AstraZeneca puis un Pfizer auront-ils leur passeport? Moi, ce que je peux dire au niveau des données de santé, c'est que la vaccination croisée n'est envisagée actuellement que dans un cadre médical. Donc, il ne peut pas y avoir de vaccination croisée en dehors d'une prescription médicale. Pour le reste, ça sera considéré comment pour le certificat de vaccination, Camille? Pour le certificat de vaccination, c'est considéré donc valide. Enfin, le certificat peut être validé au bout de 2 doses, même s'il s'agit d'un schéma mixte. Donc, dans ce cas-là, juste encore une fois, nous envoyer un mail expliquant ce qui explique ce schéma mixte à VaccinNet administrateur et on fait le nécessaire pour que la demande n'apparaisse plus et la personne aura son certificat. Alors, quelqu'un qui a eu ces 2 doses à un intervalle inférieur à 19 jours, est-ce que ça sera pris en compte? Alors vous aurez donc la demande de modifier cette donnée. Je pense que la personne pourra avoir son certificat, mais encore une fois, comment dire, il faudra expliquer le cas à VaccinNet administrateur. Alors, qu'en est-il des honoraires pour la vérification ou la correction? Ça fait partie pour moi du processus de contrôle qualité lié à l'enregistrement des données et donc il n'y a pas d'honoraires prévus actuellement pour cette correction. Est-ce que c'est bien juste? Oui. Alors, voilà, nous avons eu plusieurs questions sur la qualité du son auxquelles on a répondu. Alors, comment donner un certificat de vaccination pour des résidents français enregistrés en groupe? Normalement, on enregistre le numéro bis de personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas de NIS. Oui, c'est bien ça. Donc, s'ils sont français résidents en Belgique et qu'ils ont été vaccinés en Belgique, leur vaccination apparaît dans VaccinNet et donc donne lieu à un certificat. Alors, on nous a demandé aussi si la réunion était accréditée. Je pense que nous ne l'avons pas accréditée, fait accréditer par l'INAMI. Ça, s'il y a plusieurs demandes, on peut toujours l'envisager avec l'appui d'un de nos médecins. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Et alors, on a posé aussi quel type de collaborateur, médecin obligatoire ou personnel administratif possible. C'était la première question posée. Et comment rentrer dans nos réunions autrement qu'en anonyme? Ça, je ne sais pas répondre. Ça,
C'est Phyllis peut-être peut répondre. Phyllis qui peut peut-être nous répondre. Normalement, si vous avez un compte Teams sur lequel vous êtes déjà actif, vous avez la possibilité de vous connecter avec votre nom. Mais c'est vrai que pour des événements en direct comme cela, souvent on se connecte via un lien et donc on se connecte malheureusement en tant qu'anonyme. Mais par contre, si vous ressentez la nécessité de nous communiquer votre nom, vous pouvez toujours le faire dans le chat là où vous posez vos questions. Alors, on nous a demandé si c'était juste cette affirmation. Les médecins coordinateurs ont vacciné et encodé dans VaccinNet les résidents et quelques cas parmi le personnel, mais les gens sont vaccinés par les centres et encodés par ces derniers. Or, auparavant, ce n'étaient que les encodeurs qui avaient accès à leurs encodages. Ceci a donc été modifié et le médecin du travail peut aussi avoir accès à ses patients sur la plateforme VaccinNet, même s'ils ne les ont pas personnellement encodés. Compliqué, ça. Oui, c'est compliqué, raison. Le médecin coordinateur, effectivement, a accès aux personnes qu'il a encodées parmi les résidents. Ça, on est d'accord. Le médecin du coordinateur qui aura encodé des membres du personnel d'un établissement aura accès aussi à ces personnes. Et le médecin du travail aura accès, non pas à ses patients, mais aux travailleurs pour lesquels il a réalisé l'encodage. Donc, en fait, chaque vaccinateur a accès aux personnes pour lesquelles il a réalisé l'encodage et donc fait la vaccination. On peut résumer ça comme ça. Alors, comment peut-on faire pour les présidents de cercle qui sont multisites sans être responsables nulle part? Bonne question. Mais est-ce qu'ils ont encodé des vaccinations? C'est ça la question. Donc, ont-ils encodé des vaccinations? Et s'ils ont encodé des vaccinations, ils sont responsables de leur vaccination, mais pas des autres. On est bien d'accord. C'est bien ça. Donc, s'ils ont fait des encodages et qu'ils reçoivent des fichiers d'erreurs, ils peuvent les corriger et ils peuvent également déléguer leur accès dans VaccinNet, si je ne me trompe, et également dans Plasma, ça c'est sûr. Alors, à la réunion de mardi dernier, le docteur Stamatakis nous a dit qu'on ne peut mettre sur VaccinNet que les vaccins réalisés par nous-mêmes ou notre centre. Si j'ai bien compris, nous pouvons encoder un vaccin réalisé à l'étranger, par exemple, si on a une preuve de sa réalité. Ça, c'est en cours de réalisation, me semble-t-il. Oui, il n'y a pas encore de... moi, je n'ai pas d'informations plus officielles que ça. Ah, il y a Vincent qui peut répondre à une question, mais je ne sais pas laquelle, qui me fait un message. Alors, est-ce que nous avons encore une personne vaccinée en 2 doses en Bulgarie? Va-t-elle apparaître sur VaccinNet pour certificat? Ben non, les vaccinateurs bulgares n'ont pas accès à VaccinNet, seuls les vaccinateurs belges ont accès à VaccinNet. En plus, la Bulgarie, je ne sais pas avec quoi ils vaccinent, parce que je sais qu'il y a des pays de l'Est qui vaccinent avec Sputnik. Je pense notamment Budapest, la Hongrie, vaccine avec Sputnik et Sputnik n'est pas reconnu par l'Europe. Donc, je pense que cette personne n'apparaîtra pas sur VaccinNet pour certificat, mais si elle est bulgare, domiciliée en Bulgarie, elle devrait obtenir son certificat de vaccination via la Bulgarie. Oui, et juste pour compléter, donc quand la procédure sera en place, elle ira pourra aller chez son médecin généraliste qui encodera, si c'est bien des vaccins autorisés par la Belgique, elle l'encodera sur VaccinNet. Mais bon, comme le disait Brigitte, il faut encore que la personne souhaite avoir un certificat bulgare et un certificat belge. Voilà. Ah oui, médecin MT, c'était pas médecin du travail, c'était médecin traitant, me dit le docteur Ganeva. Donc, j'en déduis que le médecin traitant ne peut rectifier une erreur d'encodage, ce n'est que les responsables du centre de vaccination. Donc, celui qui peut rectifier l'encodage, c'est bien le vaccinateur, n'est-ce pas? C'est le vaccinateur ou les personnes qui délèguent dans le cadre des backups qu'on a expliqués. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions.
Et donc, nous reprendrons les questions. Camille, de manière générale, dans une fac? Oui, c'est bien ça, hein. Je me permets voilà. d'intervenir. Oui, nous allons rédiger une fac suite à la session de ce soir et on pourra vous la communiquer, ainsi qu'une nouvelle fois le lien vers la vidéo pour que vous puissiez la relire et la réécouter à tête reposée. Et donc, il y aura certainement encore beaucoup de questions sur des cas particuliers comme des personnes qui ont une vaccination dans d'autres pays. Et donc, vous avez bien relevé qu'il y aura encore des évolutions par rapport à ce point et nous veillerons à faire connaître ces évolutions. Camille, tu voulais encore intervenir sur un point? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, juste voilà, bien encoder, bien corriger et bien mettre en place donc, vos backups avant l'été. Voilà. Eh bien, nous allons clôturer ici ce webinaire. Vous remercier pour votre participation. Nous savons que votre participation ne fait que commencer pour ce processus-là et nous sommes donc tous, enfin toutes en l'occurrence, à votre disposition pour tout complément d'information à ce sujet-là et reviendrons avec les informations complémentaires dès qu'elles seront disponibles. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.